Bonjour chers spectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau sur notre podcast scientifique. Et aujourd'hui, dans notre studio, nous accueillons de nouveau Victor Tiounov, fondateur et moteur du projet Electroatom, l'un des moteurs de ce projet. Pourquoi est-il de retour parmi nous ? Parce que nous avons beaucoup de questions à lui poser, et je sais avec certitude qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du fait que l'invention de cette technologie par Yuri Stepanovich Rybnikov s'est produite par hasard, comme la pomme de Newton. C'est-à-dire qu'il utilisait de la peinture, un pistolet à peinture, et il a remarqué un courant électrique à cet endroit. C'est cela qui a été le moteur du début de ce que nous voyons aujourd'hui dans cette maquette. J'aimerais en savoir plus en détail sur la façon dont cette technologie est utilisée pour produire de l'électricité, la stocker et l'utiliser par la suite. Si vous me le permettez, je vais tout de suite vous corriger un peu. Oui, concernant la façon dont Rybnikov a remarqué cet effet, c'était en passant un peigne dans les cheveux. C'était précisément un peigne dans les cheveux. L'électricité. Oui, des charges électriques, exactement. C'est ce qui lui a fait se demander ni le peigne, ni les cheveux. Alors d'où vient l'électricité ? Et tout cela a abouti à la création de cette centrale électrique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de la technologie en elle-même et expliquer pourquoi elle a précisément cette forme. Autrement dit, auparavant, lorsque nous avons commencé à assembler la centrale électrique avec Yuri Stepanovich, elle n'était pas considérée comme une centrale électrique. Nous développions un générateur bien précis, et nous n'avions jamais pensé qu'elle prendrait une telle apparence. C'est seulement après la mort de Yuri Stepanovich qu'elle a pris cette forme. Malheureusement, il n'est plus parmi nous. Il est décédé le 7 juin 2021. Nous l'avons développé comme un générateur en fluoroplastique. C'est-à-dire que nous l'avons fabriqué ainsi, mais nous savions que ce module devait précisément être un module de génération et de régénération, mais à quoi il ressemblerait exactement ? Nous ne le savions pas. Autrement dit, nous devions concevoir un système de retour de la poudre, c'est-à-dire la mise en boucle de ce système. Dans le système de régénération de la poudre, nous savions exactement qu'elle se régénérait grâce à la mise à la terre. Autrement dit, il nous faut absolument une boucle de mise à la terre conformément à toutes les règles qui sont d'ailleurs décrites dans les manuels. Tout cela fonctionne. Cette boucle de mise à la terre doit absolument être présente. Ça, nous le savions avec certitude. Nous connaissions précisément les dimensions du générateur triboélectrique, c'est-à-dire à quoi il devait ressembler. Parce qu'il existe des formules et des expériences menées par Yuri Stepanovich, et en conséquence, on peut calculer ces dimensions à l'aide de ces formules. Mais sa forme même et sa structure interne sont bien sûr un peu différentes. Ce que l'on peut voir actuellement sur le site ou dans certaines présentations, etc., en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les particules de poudre travaillent contre le corps du générateur triboélectrique. C'est-à-dire qu'une paire tribologique a été sélectionnée expérimentalement, là soi-disant. Qu'est-ce qu'une paire tribologique ? Ce sont deux éléments de friction. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une poudre d'époxyde. C'est précisément de la poudre d'époxyde qui est utilisée là-bas. Elle est un diélectrique, tout comme le fluoroplastique. Le fluoroplastique est aussi le meilleur diélectrique solide après le vide. Oui, il était justement important de sélectionner la meilleure paire tribologique. Et c'est précisément cette paire tribologique qui donne le courant maximal. Ensuite, il a fallu comprendre qu'un système de préparation de l'air était nécessaire. C'est-à-dire que l'air joue un rôle très important. C'est surtout son humidité, ou plutôt, oui, l'environnement ambiant, disons-le ainsi. Le compresseur lui-même joue aussi un rôle très important. Il doit être précisément à vis. Oui, je peux même, disons, lever un peu le voile du secret, pour ainsi dire. C'est intéressant. Allez-y, regardez. Nous avons mené des expériences avec un compresseur à piston. Le compresseur à piston se distingue du compresseur à vis par quoi, en fait ? La différence, c'est que dans un compresseur à piston, c'est le piston qui fonctionne. Oui, il est responsable de la compression de l'air dans le réservoir, tandis que dans un compresseur à vis, c'est la vis sans fin qui comprime l'air dans le réservoir, un peu comme dans les anciennes machines soviétiques, comme, vous savez, un hachoir à viande. Oui, c'est ça. Vous voyez, une vis, enfin, comme une petite spirale. Oui, une spirale comme ça, et c'est grâce à cette spirale que l'air est aspiré et comprimé dans le système. Voilà, le piston fait cela de manière irrégulière.
Oui, il le fait, disons, à une certaine fréquence, alors que la vis sans fin le fait de façon régulière. Donc ce qu'il faut, c'est justement un flux d'air régulier, pas saccadé, mais bien régulier. Eh bien, cela aussi a été l'une des découvertes, disons, une découverte conditionnelle qui a permis une génération plus stable, c'est-à-dire une production d'électricité plus stable, précisément lors du passage de la poudre à travers le corps du générateur triboélectrique. Voilà, il faut absolument un déshydrateur, le voici. Ce sont ces 3 réservoirs bleus, c'est ça? Non, pas. 3, mais seulement ces deux-là. Celles qui... Ils sont à l'arrière. Oui, exactement, les voilà. C'est un déshydrateur à absorption, c'est-à-dire qu'il contient des granulés spéciaux qui absorbent l'humidité de l'air. Oui. C'est donc aussi un point très important. Nous préparons l'air, nous en retirons l'humidité et ensuite nous le transférons dans le réservoir. Je vais aussi expliquer pourquoi, en principe, le système peut fonctionner sans lui. Et en fait, lorsqu'il est en marche en mode cyclique, il fonctionne sans lui, il n'est en quelque sorte pas nécessaire, comme si. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi cela se passe ainsi, c'est-à-dire à quoi il sert. Et ensuite, nous voyons ici le système lui-même, le système de génération et le système de régénération. Et ici, il manque les câbles de mise à la terre. Ici, ce sont des câbles haute tension. Et là, ce sont les câbles de mise à la terre. Il devrait justement y avoir un système de mise à la terre. Et c'est justement par ces câbles qui ne sont pas présents ici que les particules de poudre sont régénérées. C'est de cela dont nous avons parlé précédemment, oui, dans nos podcasts. Alors n'oubliez pas d'aller regarder. La maquette est visuellement au maximum fidèle à la réalité. Aussi proche que possible, oui. Les proportions sont respectées, oui. Il ne manque que la présence de certains éléments dans les fils. Tout à fait, oui, oui. Nous voyons aussi ici, regardez, c'est le cyclone qui fait aussi office de récupérateur. C'est à lui que sont en fait connectés les câbles de mise à la terre par lesquels la poudre est partiellement récupérée. Alors, ensuite, regardez, l'air provenant du réservoir arrive ici, à cet endroit. Sur la maquette, il n'y a pas de système de chargement de la poudre, c'est-à-dire le doseur, comme on l'appelle, dans lequel on charge initialement la poudre. Et ici, l'air la prend et l'achemine vers le générateur Tribot. Et c'est ici que se trouve le générateur Tribot lui-même. Peut-être pourriez-vous expliquer à nos spectateurs, en quelques mots, à quoi ressemblerait ce compartiment de chargement de la poudre? Est-ce simplement une sorte d'entonnoir, un conteneur? À quel point cela paraît-il simple? Oui? Il ressemble à peu près à un alimentateur, ou plutôt à un réducteur. Il est exactement pareil, juste plus petit, c'est tout. Et oui, on verse simplement la poudre par le dessus, il n'y a pas cette partie, on verse simplement la poudre, et elle se mélange déjà ici avec l'air. Et là, quand toute cette installation se trouve dans le conteneur, il y a un compartiment spécial, il n'est pas nécessaire d'y entrer, il y a un compartiment spécial où simplement de l'extérieur, oui, on verse simplement la poudre et on doit justement rajouter de la poudre parce qu'il n'y a aucun déchet. Cette poudre qui est initialement versée dans le système est transformée en courant électrique continu. D'ailleurs, c'est ce dont nous avons parlé hier. Si nous prenons deux substances quelconques, là où il y a des conducteurs ou des semi-conducteurs, si nous les frottons l'une contre l'autre, nous les réduirons en poudre et nous ne capterons alors qu'un courant électrique continu. Ensuite, ici, la poudre est mélangée à de l'air et arrive dans le tribogénérateur. Ici aussi, tout cela est représenté de manière très schématique, en principe. C'est ici que se produit la génération. Nous extrayons les charges électriques des particules de poudre et elles sont envoyées par ces petits fils vers le transformateur. Mais le transformateur est aussi conçu ici de façon à ce qu'une personne ordinaire puisse regarder et comprendre que c'est un transformateur. C'est, disons, pour que, Qu'il n'y ait pas de doute ni de question lors de... Oui. Pour qu'il n'y ait tout simplement pas de questions superflues, et c'est tout. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, pour ne pas avoir à expliquer, pour que ce soit clair, mais c'est un transformateur. Donc ce n'est pas un simple transformateur, mais un transformateur qui fonctionne en courant continu. C'est-à-dire? C'est aussi un module pour lequel nous devons obtenir un brevet. Ensuite, nous voyons ici un bloc de batterie. Et moi aussi. On peut un peu tourner, oui. On peut faire comme ça, non? Du côté arrière, oui. Regardons le projet de dos. Oui. Voilà, ici nous voyons donc le bloc avec les batteries. Ce ne sont pas des batteries ordinaires, ce sont des batteries au gel, grandes de 200 ampères-heure chacune, et elles sont conçues pour démarrer le compresseur.
C'est-à-dire qu'un système spécial a été créé ici. Ce que nous voyons là, ce sont 2 armoires climatiques qui fonctionnent et maintiennent leur propre infrastructure interne, leur écosystème, à l'intérieur du conteneur. Oui, elles se refroidissent elles-mêmes et, si nécessaire, elles se réchauffent aussi. Par exemple, si ce conteneur doit être installé quelque part, disons, dans un pays chaud, en Afrique par exemple, alors elles se refroidissent. Si c'est dans un endroit froid, alors elles se réchauffent en conséquence. Autrement dit, elles maintiennent l'écosystème et cela reste une solution de secours car la station elle-même se trouve dans un conteneur et à l'intérieur du conteneur, un écosystème propre est également créé. Il y a donc une entrée et une sortie d'air. C'est comme le fonctionnement d'un compresseur chez nous. Bien sûr, l'air est filtré à l'entrée et à la sortie aussi, l'air est filtré. En fait, la seule chose qui sort de la centrale électrique, c'est le courant électrique et l'air, de l'air pur qui passe par ce filtre, c'est son déchet, si l'on peut dire ainsi. Disons un échappement d'air purifié. D'air purifié, oui, tout à fait. Aussi étrange que cela puisse paraître, mais c'est bien le cas. C'est comme un système de secours. Même si l'on imagine qu'ici, le système spécifiquement conçu pour le maintien de l'équilibre délicat de l'écosystème venait à tomber complètement en panne, il reste une question fondamentale à se poser. Ce même système de maintien de l'écosystème, eh bien, comment est-il supposé fonctionner exactement et quels sont les mécanismes qui le régissent en premier lieu? Cela se fait grâce aux climatiseurs, c'est-à-dire que ce sont des climatiseurs. Ils peuvent maintenant soit refroidir, n'est-ce pas? Eh bien, il y a aussi des éléments chauffants supplémentaires. En général, même si tout cela tombe en panne, nous avons des armoires climatiques qui fonctionnent en mode autonome. Elles continuent quand même à refroidir ou à chauffer d'elles-mêmes. La station peut fonctionner sur batterie en cas d'urgence. Si jamais un incident se produit et que votre station est connectée, par exemple, à votre entreprise ou à votre maison, oui, prenons le cas de la maison. Si elle est connectée à votre maison fonctionne de manière autonome, c'est-à-dire que vous ne tirez pas d'électricité de l'extérieur. Si jamais un incident survenait à la station, elle est capable de continuer à fonctionner sur ses batteries de secours pendant environ 3 jours. Pendant ce temps, une équipe de nos collègues se déplacera pour réparer la panne dans les plus brefs délais. Et maintenant, je vais prendre un moment pour vous expliquer à quoi sert précisément le visseur que nous avons ici. Sa fonction principale est de démarrer la centrale électrique. S'il n'y a aucune source d'électricité externe, il nous suffit d'air comprimé pour le démarrage. S'il est préalablement rempli, il suffit d'ouvrir l'arrivée d'air et la génération d'électricité commence. La station commence à reprendre vie, le compresseur se met en marche naturellement. Et voilà, la génération se produit et l'électricité commence à être fournie au consommateur. Parfait. Voilà, en fait, une génération des plus simples, enfin simple entre guillemets, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est devenue aussi simple. Oui, maintenant, on peut simplement s'asseoir ici et en parler. Mais il y a encore, disons, quelques années... Ce n'était même pas discuté. C'était un peu étrange. Oui, en fait, au départ, on n'aurait même pas pu imaginer que ce serait précisément une centrale électrique et non pas un simple générateur. On en a tous l'habitude, on tire la poignée, ça démarre et l'électricité arrive. Mais là, c'est devenu une véritable centrale électrique. Oui, c'est vraiment devenu une centrale à part entière. Et c'est seulement dans cette version qu'elle peut exister. Et on dit simplement... Ah, si seulement on en avait une petite, une portable, quelque chose de minuscule. Le fait est que la génération d'électricité dépend de la surface de contact. Oui, de la surface de frottement. Et donc, plus elle est grande, plus on en obtient. Donc, si on en fabrique une petite, eh bien, forcément, il n'y aura rien là-dedans. Eh bien, en fait, vous obtiendrez une clochette électrique. Oui, vous ne pourrez même pas alimenter le compresseur qui soufflera pour que vous obteniez de l'électricité. C'est-à-dire que la puissance produite ne suffira même pas pour l'auto-alimentation. Il n'y aura pas d'auto-alimentation, pour ainsi dire, que tout le monde cherche, attend et aime, pour ainsi dire. Et sans parler des surplus, bien entendu. D'ailleurs, à titre d'exemple, ce conteneur, cette station, peut facilement assurer le fonctionnement d'une maison avec toutes les communications nécessaires, tout ce qui est indispensable à la vie et au confort. La question du passage à l'échelle. Donc, nous venons de parler d'une maison, mais une telle station, bien sûr probablement avec d'autres dimensions et d'autres capacités de production, pourrait-elle alimenter, disons, une petite ville de taille moyenne? Eh bien, je ne vais même pas donner de chiffres pour l'instant. Le simple fait de parler d'une ville implique déjà de grands chiffres, de grandes superficies, ou bien... un quartier, oui, ou... peut-être même, oui.
ou par quartier? Je vais vous donner un autre exemple. Après la guerre, à une époque où la centralisation n'était pas vraiment perturbée. Et en principe, il n'y avait pas de chauffage centralisé dans les maisons. Et par exemple, il y avait plusieurs maisons, et quelque part entre elles se trouvait leur propre chaufferie. C'est-à-dire qu'ils chauffaient eux-mêmes, des gens faisaient des tours de garde, mettaient du charbon dans le feu, et ainsi ils avaient chaud chez eux. Puis, plus tard, ils ont mis en place un système centralisé. Voilà, on peut à peu près de la même manière prendre cet exemple et l'appliquer aux centrales électriques. C'est-à-dire que nous installons des centrales électriques pour le quartier, et c'est là tout l'intérêt. L'avantage, c'est que l'électricité s'additionne. Autrement dit, si nous plaçons les conteneurs côte à côte et que par exemple chacun fait 16 kW, si nous en mettons 2, nous obtenons déjà 32 kW. Si nous en mettons 4, cela fait 128 par exemple. C'est-à-dire que dans le cadre mathématique, tout se passe sans perte de chiffres. Autrement dit, la production ne diminue pas. Elle ne diminue pas. Au contraire, elle augmente. Voilà, on peut donc procéder à ce type de mise à l'échelle. Et on peut augmenter l'échelle non seulement avec les conteneurs, mais aussi avec la taille même du générateur. Par exemple, dans un conteneur, mais cela reste pour l'instant théorique. Le maximum que nous pouvons installer, c'est 512 kW par conteneur. Donc en conséquence, s'il y a 2 conteneurs de ce type, cela fait déjà 1 mégawatt. Ainsi, nous pouvons alimenter en électricité une maison ou même une petite entreprise, par exemple. Et peut-être, s'il y a plusieurs de ces conteneurs, alors en principe, une petite entreprise, si l'on prend en comparaison des méga-usines, c'est possible, je pense. Mais il faudrait y réfléchir davantage. Il faut des chiffres plus précis sur la consommation d'énergie. Il faut vraiment y réfléchir. Mais une maison, c'est tout à fait certain. Et une petite entreprise aussi, c'est sûr, tout à fait certain. On peut aussi faire des stations de recharge. Oui, une centrale électrique, et maintenant, il y a de plus en plus de voitures électriques. Et en général, l'avenir est à la traction électrique, oui. Là-bas, je ne sais pas, peut-être que je retombe encore dans la théorie du complot, mais au XVIIIe siècle, on voit déjà l'électricité. Et là-bas, il y a des voitures qui roulent, oui, et aussi des trottinettes. Ensuite, on voit déjà des automobiles à moteur à combustion interne. Et maintenant, nous revenons à nouveau aux technologies électriques, oui. Et, en conséquence, nous avançons dans cette direction. Nous avançons. La consommation d'électricité a augmenté, pour ceux qui suivent, si jamais le nombre de centrales nucléaires augmente. Par exemple, la Russie construit actuellement, disons, avec l'Inde. Ils ont signé un contrat pour la construction de centrales nucléaires. C'est, disons, une chose pas très sûre, mais avantageuse. Assez, parce que on y met de l'uranium ou autre chose. Et c'est tout, on laisse tourner. Oui, on chauffe de l'eau et c'est tout. Comme on dit, la turbine tourne, tout le monde est content. Mais ce n'est pas très fiable. Enfin, pas que ce soit peu fiable, mais ce n'est pas sûr. Il y a des risques. Il y a des risques, oui, mais on peut justement passer à ce genre de centrales électriques. D'ailleurs, en parlant de perspective, en abordant la question de la sécurité, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'énergie nucléaire, c'est qu'il y a un certain danger lié aux déchets, un risque pour l'organisme, et aussi un certain danger en cas de situation d'urgence. D'ailleurs, ils peuvent discuter. Storia le sait déjà, oui. Mais peut-on vraiment affirmer avec certitude que cette installation est réellement sûre, qu'elle ne présente aucun danger, non seulement pour l'environnement immédiat où elle se trouve, contrairement à la centrale nucléaire de Tchernobyl, dont tout le monde connaît les conséquences sur l'environnement, mais aussi, en cas de dysfonctionnement ou de panne, y aura-t-il un impact sur l'environnement, et même lors de l'exploitation, y aura-t-il des effets néfastes? Et à quelle distance peut-on l'installer d'une habitation, d'une maison? En fait, regardez, commençons, comme on dit, par la fin, la distance par rapport à l'habitation, à la maison. En réalité, on peut l'installer juste à côté de la maison. Après, à quel point cela sera esthétique, c'est une autre question. Mais il s'agit simplement d'un conteneur maritime, oui, tout à fait ordinaire, en fait. Mais si, bien sûr, on l'améliore un peu, oui, d'une certaine manière, alors peut-être que cela pourrait même servir d'extension à la maison, oui. Alors, voilà, pourquoi les gens ne veulent pas, enfin, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils posent toujours des questions sur le bruit. Le compresseur fonctionne, tu dis, est-ce que c'est bruyant là-dedans? Alors, à quel point votre installation est-elle bruyante? Elle se trouve dans un conteneur, le conteneur est insonorisé. En conséquence, il n'y a pratiquement pas de bruit, il n'y a que la sortie d'air du récupérateur. Et même là, l'air sort simplement par gravité, il n'y a pas de pression particulière, oui. Donc, il n'y a pas de sifflement. L'air sort simplement, librement, c'est tout.
Quant au compresseur à vis lui-même, il est plutôt silencieux. Même si, par exemple, nous sommes simplement dans l'atelier pendant qu'il fonctionne, nous pouvons discuter tranquillement comme nous le faisons maintenant, sans avoir à élever la voix. En fait, il est vraiment assez silencieux. Ensuite, deuxième point, concernant les déchets, il n'y en a pas. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, la poudre est transformée précisément en courant électrique continu. Et même s'il devait y avoir un accident, disons une sorte de fuite, je ne sais pas, par exemple, un tuyau transportant de l'air et de la poudre éclate, nous avons tout de même un filtre et la station est, disons, relativement hermétique. Elle a une prise d'air, mais celle-ci est également équipée d'un filtre. Et le pire qui puisse arriver, c'est une fuite de poudre à l'intérieur de ce compartiment, précisément, parce que dans le conteneur, ils sont divisés en compartiments. Et ce compartiment est séparé, oui, c'est-à-dire qu'il est isolé des autres. Et seules les tuyauteries et les câbles en sortent. Cela aide À localiser le problème pour chacun. Oui, si jamais quelque chose se passe, alors la poudre reste ici, et puis, eh bien, le système s'éteindra immédiatement, car nous avons des capteurs partout. Il y a un capteur de mouvement d'air, de vitesse, un capteur de vitesse de circulation de l'air, et en conséquence, si la station reçoit un signal indiquant, disons, une perte d'étanchéité, alors elle s'éteindra simplement et passera en mode batterie. Idéalement, il nous faudrait une application. En fait, nous avons déjà ce projet d'avoir une application pour la centrale électrique afin que tu puisses voir immédiatement s'il y a une alerte ou un incident quelque part. Anxiété? Oui, de l'anxiété, de l'alarme pour ainsi dire. Oui, quelque chose. Eh bien, voilà. Eh bien, et par conséquent, notre fabricant, en tant que fabricant de l'entreprise, est un tribulotechnologue. Cela se reflèterait également quelque part que telle ou telle centrale électrique a tel ou tel problème. Nous devons y aller et le réparer. Voilà, en fait, tout est plutôt sûr. En principe, nous avons bien travaillé là-dessus. Eh bien, en tant que personne qui connaît la technologie, qui connaît la structure de tout le système, je pense qu'on peut faire confiance ici parce qu'on a probablement vu de ses propres yeux quel genre de tuyau c'est et ça ne devrait pas éclater. Alors, en partant de ces garanties, de la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui, j'aimerais vous demander où voyez-vous le projet dans 5, peut-être 10 ans? Dans quel état sera-t-il? À quelle échelle? Y aura-t-il des victoires, des réalisations? Peut-être de nouveaux horizons qui s'ouvrent, une modernisation en cours. Comment voyez-vous le projet dans, disons, 5 ans? Dans 5 ans, donc maintenant nous sommes en 2025, oui, cela fait déjà 1 an que nous existons, le projet existe depuis 1 an, et le développement même de la centrale électrique a encore pris quelques années, depuis 2014, disons, jusqu'à ce développement actuel. Notre structure actuelle se compose de 2 entités principales. Premièrement, nous avons une société d'investissement qui est appelée l'Atom. Deuxièmement, nous avons une société technique, Tribel Technology. C'est cette dernière qui détient la propriété de la technologie. Il est important de noter que Tribel Technology a un contrat en place avec l'Atom, la société d'investissement. De plus, Tribel Technology est l'initiateur du projet global qui était nommé Electro-Atom. Ainsi, pour clarifier les rôles, la société d'investissement l'Atom se concentre sur la collecte de fonds et poursuit ses propres objectifs et missions distinctes. Pendant ce temps, Tribel Technology, qui est responsable du développement technique et de l'assemblage de la centrale électrique, a également ses propres objectifs et missions spécifiques à accomplir. Le projet est prévu pour se terminer en l'an 2030. Il doit impérativement se terminer en 2030, et j'ai la conviction qu'il se terminera, car jusqu'à présent, tout se passe globalement très bien. Nous progressons de manière constante, et il n'y a vraiment aucune raison de penser qu'il pourrait y avoir des problèmes majeurs. Donc, nous considérons avec certitude qu'il se terminera bien en 2030. Et à ce moment-là, nous aurons plusieurs entreprises de production, bien sûr en Russie, mais aussi au Vietnam, sur le continent africain. Oui, dans au moins un pays d'Afrique, c'est une certitude, et également en Inde. Alors, pourquoi ce choix de pays? C'est parce que notre modèle couvre entièrement la logistique. Si des clients achètent une de nos centrales électriques, il faut savoir que ce sont des pays qui sont assez problématiques en termes d'approvisionnement en électricité. Par exemple, en Afrique, il existe de vastes régions où il n'y en a pas du tout, ou bien en Inde, où l'on retrouve le même type de problème.
Au Vietnam, la situation est un peu moins critique de ce point de vue, mais l'avantage là-bas, c'est qu'il n'y a aucun problème de main-d'œuvre. Et en ce qui concerne la Russie, il n'y a apparemment pas de problème majeur d'électricité, mais bien entendu, personne ne serait contre le fait d'avoir sa propre source d'électricité autonome et fiable. Donc pour revenir à notre point, nous couvrons la logistique et c'est précisément pour cette raison que tout est placé dans un conteneur maritime standard. Nous prenons les conteneurs, nous les chargeons sur un navire, et l'entreprise sera idéalement située près du port. De là, nous chargeons et nous expédions, et ainsi, la livraison prend le moins de temps possible, et la maintenance, par conséquent, prendra également le moins de temps possible. De plus, un autre point important est que chaque entreprise aura son propre centre de formation. La question se pose alors, pourquoi créer un centre de formation directement auprès de chaque entreprise ? Il est nécessaire, tout d'abord, pour améliorer la qualification des personnes qui travaillent dans les ateliers d'assemblage et aussi pour former de nouveaux employés, de nouveaux personnels, car il y a toujours du turnover, on ne peut pas y échapper. Voilà. Cette question-là, Nous ne la résoudrons pas d'ici 2030, n'est-ce pas? eh bien, en conséquence, nous allons bien entendu faire de notre mieux et nous avons la possibilité, justement, de transmettre des connaissances et des compétences importantes aux gens dans ces centres. C'est particulièrement vrai si l'on parle de l'Afrique ou de l'Inde, des lieux où il y a effectivement des problèmes reconnus à ce niveau. Et ainsi, nous pouvons apporter une aide précieuse à la population locale pour qu'elle puisse travailler et apprendre en se basant sur le modèle de nos entreprises. Donc, en 2030, nous lançons, la vente de nos centrales électriques démarre et, en conséquence, les personnes qui achètent actuellement des packs d'investissement, ces packs d'investissement contiennent des parts. Autrement dit, lorsqu'une personne achète ce pack d'investissement, elle devient en fait copropriétaire de la société Tribolo Technologies, déjà à ce stade, et la société Tribolo Technologies, en vendant ses centrales électriques, générera des bénéfices. Et c'est à partir de ces bénéfices que les gens recevront des dividendes. Ainsi, ces parts que nous avons actuellement seront converties en actions. Selon quelle formule, c'est une autre question. Eh bien, pour l'instant, la formule est la suivante. Plus il y a de parts, plus il y a d'actions. Oui, c'est juste. Plus il y a d'actions, plus il y a de dividendes, voilà la formule simple. Cette technologie, oui, nous le savons déjà même à l'heure actuelle, en 2025, le sujet de l'investissement est pertinent pour beaucoup. C'est populaire et d'actualité, oui. Alors, voici mon conseil. 2030 approche à grands pas. Donc les amis, dépêchez-vous, achetez des packs. Si les packs sont déjà achetés, augmentez votre portefeuille pour avoir plus d'actions. Cela signifie que la vente démarre chez nous et nous réalisons un bénéfice estimé à 219 millions de dollars. Actuellement, il est indiqué sur notre site que les investisseurs détiendront 49%. Donc, ces 49% seront répartis sous forme de dividendes, oui, et versés aux investisseurs, tandis que tout le reste sera consacré au développement de l'entreprise. Voilà, en conséquence, il ne faut pas tarder, inscrivez-vous dès maintenant et achetez des packs. Je pense que c'est une excellente occasion pour nous de faire le point. Oui, et tant que c'est d'actualité, tant que c'est frais, tant que toutes les informations sont en tête et qu'on a une image claire de la façon dont la technologie fonctionne, eh bien, tout d'abord, je voudrais dire un grand merci pour ce nouveau récit très intéressant et utile sur le fonctionnement de cette technologie. Je suis convaincu que notre prochaine rencontre nous en apprendra encore plus, non seulement sur les électrates, mais aussi sur la science, sur la physique en général, et que certains, peut-être, trouveront la motivation non seulement d'investir, mais aussi, pourquoi pas, de se lancer dans des études et ensuite de rejoindre ce projet en tant que collaborateur. Un grand merci à vous, Victor, pour cette conversation intéressante, ce dialogue passionnant. Chers amis, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, posez vos questions dans les commentaires, nous essaierons d'y répondre et nous nous retrouverons dans les prochains épisodes.